Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un résumé, un petit résumé du cadre européen, et puis on va parler plutôt du portfolio aujourd'hui. Hier, j'ai présenté déjà au sujet du cadre en anglais, donc je vais faire un petit résumé d'à peu près 10 minutes maintenant, et puis Amir va vous présenter le portfolio et ses possibilités. D'accord. Alors, pourquoi un cadre commun pour les langues? Oui, on est en train d'en parler maintenant au Canada. Un cadre peut fournir une assise commune pour la description et la reconnaissance de la compétence linguistique dans toute langue, partout au pays. Donc, cette idée de cohérence à travers le pays. Et de faciliter la communication entre tous les utilisateurs de partout au pays sur la compétence linguistique et la reconnaissance des compétences linguistiques. Donc, cette idée de transparence, que tout le monde peut comprendre ces descripteurs. Alors, les défis que le Canada doit relever, il n'existe pas de programme commun d'enseignement des langues secondes à travers le pays dans les provinces différentes. Oui. Il n'existe pas d'outils communs permettant d'assurer un contrôle objectif des progrès réalisés à l'égard de ce but. Et il n'existe pas de cadre permettant d'établir des paramètres communs pour décrire et mesurer la compétence linguistique. Alors, le cadre européen a été conçu à la lumière de plus de 30 années de travail par le Conseil de l'Europe, vise à non pas fournir un système uniforme d'apprentissage ou d'enseignement des langues ou un programme d'enseignement national. Donc, il laisse ouvert cette idée de comment enseigner les langues. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est ce qu'ils disent toujours. Il vise à fournir une assise commune pour la définition de la compétence linguistique parmi les pays membres du Conseil de l'Europe et vise à stimuler la réflexion et la discussion à l'égard de ces enjeux. Alors, l'utilisateur élémentaire, le niveau A1, introductif ou en anglais breakthrough, apprenant à ce niveau peut répondre à des besoins limités dans des situations transactionnelles très prévisibles et facilement reconnaissables en s'appuyant sur un répertoire très limité de phrases préparées et lexicalement organisées propres à des situations spécifiques. Ce qui est très intéressant, même à ce niveau-là, A1, on décrit tout d'une façon positive. Souvent, dans les autres cadres de référence, on dit toujours à ce niveau ce que l'apprenant ne peut pas faire ou les types d'erreurs qu'ils font. Ce qui est très intéressant du cadre européen, c'est qu'ils décrivent toujours d'une façon positive ce que l'apprenant peut faire. Alors, le niveau 2A2, Wastage, c'est à ce niveau que l'apprenant peut communiquer dans le cadre des tâches simples et habituelles en relation avec un éventail limité de situations sociales communes qui n'exigent qu'un échange direct d'informations sur des sujets familiers et habituels. Donc, cette idée des domaines très familiers à l'apprenant. Alors, au niveau indépendant, l'utilisateur indépendant, le premier niveau, c'est le niveau seuil dont vous avez sans doute entendu parler parce que ça existe déjà depuis les années 70 en Europe. Un apprenant à ce niveau peut participer de façon simple mais efficace à la gamme de situations sociales nécessaires au quotidien et dans un éventail de contextes d'interaction. Alors, probablement, s'il y a un niveau, on parle souvent au Canada d'une bilinguisme fonctionnel, c'est probablement ce niveau-là, le B1, le niveau seuil. Et puis, le deuxième niveau, le B2, en anglais, c'est Advantage. Mais en français, on l'a traduit en tant qu'intermédiaire et ça rend beaucoup de confusion en Europe. Et donc, Brian North, avec qui j'ai parlé à ce sujet, m'a dit que c'était vraiment regrettable qu'ils l'ont traduit comme intermédiaire parce qu'il y a beaucoup de confusion en Europe, surtout en France, et on a utilisé souvent la traduction française pour traduire dans d'autres langues, donc ça reste là. Donc, moi, j'ai simplement utilisé Vantage ici, au lieu de dire intermédiaire. Il dit que c'est préférable de parler simplement des niveaux A1, A2, B1, B2, etc. Donc, au niveau Vantage, l'apprenant peut communiquer efficacement dans un contexte social, c'est-à-dire être capable de formuler un argument dans le cadre d'une conversation. Donc, il y a un niveau différent que l'apprenant, où l'apprenant arrive.
Et il peut utiliser sa connaissance accrue de la langue pour se corriger soi-même et planifier ses prochaines interventions. Donc, ils sont arrivés à un niveau tout à fait différent ici. Puis, le niveau C, utilisateur expérimenté. Le C1 s'appelle compétence opérationnelle effective, où l'apprenant peut s'exprimer spontanément et couramment et d'effectuer des tâches complexes au travail. Et c'est à ce niveau-ci aussi que les étudiants peuvent bien réussir des études au niveau universitaire dans la langue cible. Et le niveau maîtrise, le C2, où l'apprenant peut parler avec précision et de saisir aisément les nuances de sens. Ce n'est pas le niveau de locuteur natif qui est ciblé ici, mais c'est presque là, mais ce n'est pas ce niveau-là. Alors, la nature des échelles de compétences, il y en a 54. Ce que vous avez devant vous sont les deux tableaux. Le tableau global, qui décrit d'une façon globale les différents niveaux. Et puis, à l'intérieur, vous avez le tableau 2, qui est utilisé pour l'auto-évaluation. Et tout est exprimé dans des... comme j'ai dit ici, il y a deux échelles sommaires, celui que vous avez, l'échelle globale, et les grilles pour l'auto-évaluation. Et puis, les descripteurs de niveau décrivent l'expression linguistique au moyen d'énoncés qui s'attachent à ce que l'apprenant peut faire. On parle toujours de l'idée des can-do statements. Oui? On peut toujours répondre avec un oui ou un non à ces descripteurs. Et les descripteurs de niveau peuvent être utilisés par les apprenants qui souhaitent évaluer leur niveau de compétences linguistiques par volet de compétences. Et c'est tellement important dans le cadre du portfolio, par exemple, dont nous allons parler sous peu. Et le tableau 2 est étroitement lié au portfolio, comme je vous ai dit, le PEL. Donc, pourquoi le CECR pour le Canada? Il y a une validité conceptuelle. Les descripteurs de niveau sont fondés sur une théorie relative à la compétence de communication. C'est plutôt la théorie de Bachmann, et qui font l'objet d'une validation empirique. On a fait une évaluation empirique des différents niveaux. Et il y a validité apparente, face value, face validity. Les descripteurs de niveau sont compatibles avec les perceptions des enseignants, de même qu'avec leurs expériences en classe. Donc, les enseignants qui ont vu les descripteurs ont dit « oui, ça ressemble vraiment à ce que nos étudiants peuvent faire ». Et la validité contextuelle, le CECR répond aux différents besoins et aux différentes cultures pédagogiques des provinces et des territoires. Et j'ai parlé de ça hier un peu plus en détail. La préoccupation, c'est que le CECR n'est pas suffisamment discriminant au niveau de l'utilisateur élémentaire pour assurer le suivi des progrès réalisés par les débutants. Donc, il faut avoir des descripteurs plus fins à ce niveau-là. Toutefois, chaque niveau global peut ensuite être divisé en sous-niveaux afin de répondre aux besoins locaux et de rester pourtant relié au système général. Donc, en guise de conclusion, le CECR pourrait être utilisé par chaque province et chaque territoire comme point de référence pour l'enseignement des langues et l'évaluation, sans imposer un programme d'enseignement ou une méthode pédagogique en particulier. Et on a été très sensible à ce fait-là de ne pas obfusquer les provinces, de créer dans le document, d'utiliser dans le document un langage qui va être acceptable aux provinces. Parce que les provinces n'aiment pas toujours accepter quelque chose qui est soumis par le fédéral. Deuxièmement, le CECR établit des niveaux de référence communs pour suivre les progrès réalisés tout en laissant chaque province et chaque territoire de fixer ses propres objectifs de diplomation et de décider de son programme d'enseignement. Et finalement, le CECR pourrait faciliter un rapprochement entre les systèmes d'enseignement formels, les employeurs et les institutions culturelles de partout au Canada et au-delà sur la scène internationale. Oui, comme on dit en anglais, it gives a Canadian currency in Canada and an international currency as well. Et voilà. On a regardé le cadre commun
pour le Canada. Mais il faut avoir une application. Ça pourrait être un test. Il y a une madame qui m'a posé la question au sujet du DELF et DELF. Et ce matin, Lucille Mandin parlait aussi du fait qu'en Alberta, ils ont essayé de faire passer le test de la fonction publique aux élèves de l'Alberta et que ça motivait beaucoup les gens. Le cadre commun, on aimerait avoir, ça pourrait être une application aussi du cadre commun à un test, mais le portfolio, c'est une application pédagogique. Et malheureusement, le mot portfolio fait peur aux gens parce qu'ils ont déjà entendu parler du portfolio. Ils pensent que c'est le portfolio qu'ils connaissent déjà. Et alors, on aimerait changer le nom. On ne sait pas à quoi. Alors, je parle du portfolio, mais ce n'est pas le portfolio d'autrefois. Aux États-Unis, ils l'appellent LinguaFolio, qui est un peu différent. Alors, comme Larry a déjà expliqué, c'est un projet en Europe du Conseil de l'Europe. Il y a 47 pays membres. Il y a 70 modèles validés. Ça veut dire que dans les différents pays, à différents niveaux, dans différents contextes, ils peuvent avoir des portfolios différents. La seule chose qui les lie, c'est qu'ils sont validés par un comité central. Les objectifs pour le portfolio sont la protection de la diversité linguistique, la promotion de la tolérance linguistique et culturelle, du multilinguisme, de l'éducation à la citoyenneté démocratique, l'encouragement de l'apprentissage en autonomie tout au long de la vie et la mobilité. Toutes ces choses-là s'appliquent très bien au Canada aussi. Et pour les rôles, vous voyez que ça commence avec le triangle vert, où l'école a un très grand rôle à jouer, mais ça devient plus petit à la fin, où l'apprenant commence à apprendre en autonomie. Pour préparer un portfolio en Europe, il faut suivre des principes communs. Pas beaucoup de principes communs, mais pour lier les portfolios, les 70 modèles différents. Alors, toute compétence est valorisée, acquise à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Alors, ce n'est pas seulement ce qu'ils apprennent à l'école, ce n'est pas les objectifs grammaticaux seulement, par exemple, objectifs grammaticaux. Le portfolio est la propriété de l'apprenant, c'est-à-dire qu'il n'est jamais obligé de le montrer au prof. C'est lié au cadre européen de référence pour les langues et ça pourrait être lié de façon différente que je vais expliquer un peu plus tard. Et il y a toujours 3 composants dont je vais parler un peu plus tard. La raison qu'il y a des versions différentes, c'est que ça s'applique à des personnes d'âge différents, de langues différentes, dans une multiplicité de contextes. Alors, ça peut être, par exemple, la fonction publique s'intéresse beaucoup au cadre maintenant et fait une application du cadre à ses tests de compétences et à des fins diverses. Ça, vous voyez les 3 composantes du portfolio européen. Les 3 sont le passeport, la biographie et le dossier. Le passeport donne un vue de l'ensemble des capacités de l'apprenant en différentes langues à un moment donné. Alors, ça pourrait être des certificats officiels, une liste des expériences linguistiques et interculturelles, l'auto-évaluation qui vous explique pourquoi c'est la propriété de l'apprenant, ou l'évaluation par les enseignants ou les institutions scolaires. Alors, le passeport mentionne explicitement par qui l'évaluation a été faite. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous êtes au niveau C2 parce que c'est votre auto-évaluation sans dire que c'est vous qui a fait cette évaluation-là. C'est défini en termes de capacité et vous avez vu les 5 différentes compétences
et les niveaux de compétences A1 jusqu'à C2. Et le passeport est standardisé pour les adultes. Ça, c'est la version pour les adultes pour faciliter la mobilité. Alors, on espère que si on voit le passeport, on va comprendre ce que c'est et quel est le contenu. La biographie, maintenant, favorise l'implication de l'apprenant dans la planification de son apprentissage. Alors, il regarde pour le passeport quelles sont ses compétences. Ensuite, il se fixe les objectifs de ce qu'il n'a pas encore appris sur les listes Can-Do. Et ensuite, la réflexion sur cet apprentissage et l'évaluation de ses progrès. La biographie, c'est l'axe pour les processus de réflexion qui relient le passeport et le dossier. Le dossier, ensuite, c'est la chose qui est le plus reliée au portfolio que vous connaissez. C'est où l'apprenant met ses travaux. Alors, ça offre à l'apprenant la possibilité de sélectionner des matériaux qui lui serviront à documenter et à illustrer ses acquis, ses expériences mentionnées dans le passeport et la biographie. Les trois composantes changent de fonction pour les personnes d'âge différents. On ne commence pas avec le passeport pour les plus jeunes qui n'ont pas beaucoup de connaissances parce que ça ne sert à rien. On commence avec les travaux de l'élève et on revient au passeport quand ils ont déjà acquis quelque chose. Pour les adultes, on commence avec le passeport pour leur montrer ce qu'ils savent déjà. On passe ensuite au dossier et à la biographie pour le dossier pour évidence de ce qu'ils savent déjà et biographie pour planifier ce qu'ils ont encore à apprendre. Alors, ça, c'est un tableau graphique de ce que je viens d'expliquer. Alors, pour l'enfant, ça commence où les trois parties sont à peu près... on commence plutôt avec le dossier, puis on passe par la biographie et le passeport. Et vous voyez que pour l'adulte, le passeport est le composant le plus important. Alors, le portfolio a deux fonctions. La fonction pédagogique et la fonction de documentation et de présentation. Évidemment, pour les adultes, c'est la fonction de documentation et de présentation qui est le plus important. Pour les enseignants-enseignantes, c'est probablement la fonction pédagogique. Et quelle est la fonction pédagogique? Le portfolio rend la procédure d'apprentissage plus transparente aux apprenants. Avec les listes Can-Do, ils savent exactement ce que l'enseignant veut enseigner dans un vocabulaire qu'il comprend. Vous avez vu dans le tableau 2 que toutes les compétences sont décrites dans les termes très concrets. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose comme aisance où on peut avoir une définition différente pour tout le monde. Ce sont des choses très concrètes. Alors, il peut se voir, il peut comprendre s'il peut le faire ou non. Ensuite, ça les aide à développer leur capacité de réflexion et d'auto-évaluation. Je vais vous montrer certaines activités que l'enseignant peut employer avec ses élèves pour le faire. Et ensuite, ça leur permet de devenir de plus en plus responsables de leur propre apprentissage. La fonction de documentation et de présentation, on a déjà parlé de ça. Ils ont leur passeport qui est quelque chose de concret, de transparent et comparable à un niveau international. Ensuite, il y a de nombreuses occasions pour s'en servir, transfert scolaire par exemple, passage à un cycle supérieur d'enseignement, début d'un cours de langue, etc. Dans le document dont je vous ai donné le site web, c'est un document de 70 pages avec les annexes ensuite. Il y a des témoignages. OK, je vais vous lire ça. Deux groupes de professeurs tchèques enseignant l'anglais et l'allemand ont récapitulé leurs impressions du portfolio.
deux phénomènes sont intéressants à constater. On a d'une part constaté à unanimité une accentuation de la motivation des apprenants et de leur confiance. Alors ça, c'est le premier tableau, ce qu'ils ont constaté. Motivation de tous les apprenants, même celle de moins compétents. Les apprenants ont davantage confiance en eux-mêmes lorsqu'ils disposent d'une liste de leurs aptitudes réelles. Les apprenants consacrent davantage de temps à réfléchir à leurs compétences et leurs connaissances langagières. Choisir leur travail les rend plus actifs. Amélioration des relations entre les apprenants et entre les apprenants et l'enseignant. Ensuite, les apprenants réalisent qu'ils peuvent également se servir de leur anglais en dehors de la classe. Mais ce n'est pas tout comme ça. Ils avaient aussi, les professeurs qui faisaient le pilotage du portfolio en Europe avaient plusieurs questions. Ils voulaient savoir comment ils peuvent intégrer le portfolio dans leur classe. Dans quelle mesure le portfolio correspond au programme et à la méthode qu'ils utilisaient. Comment intégrer le portfolio dans leur emploi de temps, qui était déjà très chargé. Et est-ce qu'ils peuvent vraiment utiliser les niveaux communs et les descripteurs avec leur classe? Est-ce que ça se relie? Et finalement, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire confiance aux élèves lorsqu'il s'agit de l'auto-évaluation? Toutes ces questions, les réponses à toutes ces questions sont trouvées dans le document dont je vous ai donné le site Web. Alors, tous les objectifs des programmes communicatifs peuvent être reformulés sous forme d'énoncés qui définissent ce que l'apprenant est capable de faire. Ça, c'est ce que Edmonton, je vais vous parler de ce qui se fait au Canada, et Edmonton est en train de refaire tous leurs objectifs dans le vocabulaire du cadre européen. Et ces énoncés forment la base de l'auto-évaluation. Vous l'avez déjà. Et ensuite, la fonction pédagogique du portfolio correspond à l'accent mis sur apprendre à apprendre dans toutes les écoles maintenant et sur le développement des compétences et de réflexion critique. Ensuite, comment est-ce que vous avez vu les descripteurs, alors si vous pensez à quelqu'un au primaire, par exemple, ces descripteurs n'ont rien à faire avec ces élèves-là. Ça, c'est les échelles Can-Do. Il y a 54 échelles, comme Larry a dit, mais sur le site Web du Conseil d'Europe, il y a aussi des échelles. Il y a plusieurs choses que vous pouvez regarder. Il y a une banque de descripteurs où vous pouvez choisir l'âge de l'apprenant, le niveau de l'apprenant, la compétence que vous voulez, et c'est écrit et validé pour les âges différents. Alors, ils ne veulent pas que vous vous servez, par exemple, du tableau 2 avec les élèves de 6 ans. Il y a autre moyen de le dire, mais ça, ce n'est pas valide, par exemple, de se servir de quelque chose pour quelqu'un âgé de 6 ans avec les adultes, parce que c'est trop, il n'y a pas assez de description pour être valide là. Alors, je vais vous parler un peu maintenant. J'ai oublié de vous montrer, et peut-être c'est une bonne idée. J'ai apporté quelques exemples des portfolios pour vous montrer. Ça, c'est le portfolio pour les jeunes de la France. C'est juste une page comme ça. Vous pouvez le regarder. Toutes les composants se trouvent là, le passeport, la biographie et le dossier. Ça, c'est une autre copie du passeport. Sur le site Web du Conseil d'Europe, vous avez aussi quelque chose qui dit « modèle validé ». Vous pouvez chercher ces sites-là qui ont des liens directs où vous pouvez avoir les portfolios. Et parce que s'il y a beaucoup de monde qui emploie le portfolio et le cadre européen, c'est beaucoup plus efficace.
C'est à partager. Vous pouvez l'avoir de n'importe quel pays. Et si vous voulez l'acheter, c'est pour le prix du papier qu'il vous le vend. Alors ça, c'est Irlande. Ça, c'est pour les jeunes de à peu près 12 ans de la France. Il y a des versions en ligne. Ça, c'est Equals. Le site web se trouve là-bas et vous pouvez tout de suite y aller puis vérifier votre compétence dans n'importe quelle langue. Ça, c'est pour les immigrants. Ça, c'est pour les gens d'Angleterre. Ça, c'est Suisse en 3 langues, anglais, français et allemand. Et ça, c'est études supérieures aussi de la Suisse. Alors, si vous avez le temps de les regarder, je vais vous les laisser là-bas. Ensuite, au Canada, il y a plusieurs projets en cours. Le plus développé est à Edmonton, où le conseil scolaire d'Edmonton a déjà fait la correspondance entre les attentes de leur curriculum et le cadre commun. Ils ont déjà développé un portfolio pour les années 2 à 9 qui est déjà mis à l'essai et en septembre va être donné à tous les élèves à ces niveaux-là. Et l'autre portfolio pour les années 9 à 12 est en développement. Ils ont aussi développé un programme de formation pour les enseignants et enseignantes et pour les administrateurs. Et ils ont aussi développé des sessions d'information pour les parents. Ils ont aussi attaché le cadre commun à leur curriculum et au DELF et DALF, 2 tests qui sont liés au cadre commun en Europe. Le Conseil des ministères d'éducation est en train de regarder le cadre commun pour le Canada. Ils ont déjà eu quelques réunions où ils considèrent les possibilités d'adopter le cadre commun. Ils ont eu aussi quelques téléconférences. Ça avance, mais lentement, c'est ça. Le Conseil des ministères d'éducation atlantique, CAMET et CAMEF, la version française, sont aussi en train d'examiner le cadre commun, les 4 ensemble, et ils vont se pencher sur le projet d'Edmonton comme modèle. Ils sont un peu moins avancés que Edmonton, mais ils espèrent le faire bientôt. En Ontario, pour anglais langue seconde, ils ont changé leur curriculum pour développer les descripteurs pour tous les niveaux, sans savoir qu'il existait un cadre commun. À la fin de tous ces projets-là, ils ont découvert le cadre commun. Alors maintenant, ils sont en train d'aligner tout ce qu'ils avaient fait avec le cadre commun, ce qu'ils trouvent un travail très intéressant parce que c'est comme un checklist. Qu'est-ce qu'ils ont manqué? Est-ce que tout est là? Est-ce que le vocabulaire est clair? Alors, ils ont dit que ça aurait été beaucoup plus facile de commencer avant, mais quand même, c'est mieux better late than never. La fonction publique est en train de revoir leurs tests de compétences parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés et ils le font avec le cadre commun. Ils ont fait leur test oral avec le cadre commun et ils sont maintenant en train de regarder le test de lecture. Ce qu'ils visent faire, c'est avoir la grille d'auto-évaluation en ligne parce que ça va aider les personnes qui cherchent des emplois à savoir s'ils sont vraiment où ils doivent être pour faire la demande pour ces postes-là. Et ensuite, ils seraient très contents si le système scolaire adopte aussi le cadre commun parce que comme ça, ils vont savoir à la fin de la 12e année, par exemple, si on vise le niveau B2 et eux, ils ont des emplois au niveau B2 si ça marche. Le centre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Center. Oui, des standards linguistiques, Center for Canadian Language Benchmarks. Je ne sais pas où ils sont. Ils projetaient, ils ont déjà des standards qui ne sont pas le cadre commun, mais les immigrants qui viennent de l'Europe ont souvent les qualifications exprimées dans les termes du cadre commun.
Alors, ils aimeraient intégrer leurs standards avec le cadre commun pour éviter la nécessité de retester ces personnes quand ils arrivent au Canada. Mais je ne sais pas si ce projet avance ou non.